En 2025, Ouagadougou a cessé d'attendre les convois d'aide et a mis ses mains dans la terre. En moins d'un an, des parkings se sont mués en planches irriguées et le bourdonnement des pompes solaires a remplacé le vieux vacarme de la dépendance pendant qu'une phrase d'Ibrahim Traoré s'installait. Nourrir d'abord, négocier ensuite. Alors, que signifie pour une capitale enclavée de prouver qu'elle peut se sustenter sans s'incliner et qu'avec des canaux, des capteurs et des semences, elle négocie désormais d'égal à égal? Devant l'anneau vert qui s'étend, ce n'est pas seulement une récolte qui mûrit, c'est une souveraineté qui prend racine. Le pari d'Ibrahim Traoré n'était pas de nourrir une ville, mais de prouver qu'une nation pouvait se relever sans permission. Au cœur de ce projet, un principe simple. La souveraineté n'est pas déclarée, elle se cultive. En annonçant la création d'une ceinture agricole de 2000 hectares autour de Ouagadougou, le président a promis une indépendance alimentaire mesurable, visible, enracinée. L'objectif n'était pas le rendement, mais la dignité. Chaque hectare travaillé par des mains burkinabées réduisait d'un degré la dépendance aux marchés étrangers. La promesse tenait en 12 mots. Celui qui contrôle son pain, contrôle son destin. Cette vision risquait pourtant de rompre l'équilibre commercial que l'Europe jugeait acquis. Car si le Burkina Faso réussissait à se nourrir seul, d'autres suivraient. Les enjeux dépassaient donc l'agriculture. Il s'agissait de redéfinir le pouvoir. Derrière la semence, une bataille plus vaste, celle de l'autonomie africaine. La révélation survint plus tôt que prévu. En mars 2025, la ceinture urbaine produisait déjà 45% des légumes consommés à Ouagadougou. Ce chiffre, modeste sur le papier, bouleversa pourtant les équilibres régionaux. En 6 mois, ce qui n'était qu'un terrain vague s'était mué en patchwork de serres vertes, de canaux solaires et de bassins d'irrigation. Ibrahim Traoré, observant le ruban agricole depuis un hélicoptère militaire reconverti, parla d'un bouclier vivant. Ce n'était pas une image. C'était une défense logistique. Sous la pression des sanctions, le pays avait choisi la terre comme rempart. D'anciens soldats traçaient les lignes d'eau. Des ingénieurs de la Polytechnique concevaient les circuits connectés. Des maires transformaient leurs jardins en banques de semences. Cette alliance inattendue entre technologie et tradition forgeait une économie de résistance. Le soir, dans les marchés, on pesait la souveraineté en tomates. 8 kilomètres seulement séparaient désormais les champs des étals. Les institutions occidentales restaient sceptiques. Trop petits, disaient-elles, trop artisanales. Mais les écrans des coopératives affichaient autre chose. Des données en temps réel, des transactions transparentes, un modèle sans intermédiaire. Chaque kilo vendu indiquait la part restée au Burkina Faso, celle allouée à l'entretien solaire, celle versée au fonds communautaire. La transparence devenait un étendard. Dans ce renversement discret, un nouveau lexique politique naissait. Les mots autosuffisance, contrôle, dignité remplaçaient aide, donateur et urgence. Les marchés ne se contentaient plus de vendre, ils démontraient une idée. Et c'est là que résidait la mini-révélation. La souveraineté pouvait être mesurée, non pas en discours, mais en kilomètres parcourus par un légume. Ce que l'Europe appelait un micro-projet devenait un macro-signal. Le Burkina Faso venait de prouver qu'en investissant dans ses sols, il pouvait exporter une conviction. Celle qu'un pays n'a pas besoin d'être riche pour être libre. Dans le secteur 30 de Ouagadougou, une femme du nom d'Awa devint sans le savoir le visage du changement. Ancienne vendeuse d'arachides, elle gérait désormais une parcelle d'un demi-hectare irriguée par pompe solaire. Ses légumes approvisionnaient la cantine d'un hôpital, ses revenus avaient doublé et ses enfants étaient retournés à l'école. Lorsqu'un journaliste lui demanda ce qui avait changé, elle répondit simplement « Avant, j'attendais les camions d'aide. Maintenant, ils attendent ma livraison. » Autour d'elle, les transformations prenaient la même tournure. Des vétérans de l'armée entretenaient les réseaux d'eau, des étudiants suivaient les niveaux d'humidité depuis leur téléphone et d'anciens mécaniciens convertissaient des moteurs en pompes solaires. Le progrès n'était plus un concept, il respirait à hauteur d'homme. Ibrahim Traoré insistait sur ce point. La souveraineté n'est pas un décret, c'est une habitude quotidienne. Dans les premiers mois, les effets tangibles dépassèrent toute attente. Baisse des importations de carburant, retour des petits restaurants, stabilité des prix sur les marchés. Mais plus que les chiffres, c'était l'humeur nationale qui changeait. On parlait moins de survie, plus de maîtrise.
Dans les rues, les affiches proclamaient « Nourrir, c'est résister ». Ce nouvel élan civique, né du sol même, redessinait le lien entre citoyens et État. Les coopératives fonctionnaient comme des laboratoires de gouvernance locale, où transparence et solidarité remplaçaient de la dépendance. Sous le soleil de midi, Awa et ses voisins n'avaient pas l'air de héros. Pourtant, chaque rangée qu'ils cultivaient rapprochait le Burkina Faso d'une idée simple. La liberté commence par la main qui sème. Tout débuta à la fin de 2024, lorsque les premières pelles pénétrèrent le sol poussiéreux autour de Ouagadougou. Aucun drapeau étranger ne flottait, aucun convoi onusien ne s'approchait. Seules des équipes locales, bottes couvertes de terre, traçaient le contour d'un rêve collectif. En quelques semaines, les tuyaux d'acier remplacèrent les clôtures rouillées et les premiers semis formèrent un collier vert autour de la capitale. Ibrahim Traoré en avait esquissé la vision 1 an plus tôt, transformer la périphérie urbaine en mur vivant, un bouclier d'autonomie. Au début, peu y croyaient, les technocrates prévoyaient un échec rapide, pluies irrégulières, terrain pauvre, logistique fragile. Pourtant, la coordination fut immédiate. Les ingénieurs de l'université polytechnique conçurent des réseaux d'irrigation alimentés par 1500 unités solaires. Les coopératives locales, encadrées par le ministère de l'Agriculture, répartirent la terre en lots partagés selon la nouvelle loi sur la souveraineté alimentaire. Les premiers 6 mois suffirent à renverser les pronostics. Les parcelles grises devinrent un damier de verts et de rouges. Les serres se multiplièrent comme des mosaïques vivantes. En mars 2025, la ceinture verte nourrissait près de la moitié des besoins urbains. Les familles économisaient sur les importations, les enfants reprenaient le chemin de l'école, les petits restaurants rouvraient. Le soir, les radios locales diffusaient les chiffres, comme d'autres lisent les cotes de la bourse. Le rendement agricole devenait un indicateur d'identité. C'est à ce moment que Ibrahim Traoré prononça une phrase appelée « Arrêter ». Celui qui contrôle son pain contrôle son destin. Le ton n'était pas triomphant, mais ferme. Il savait que chaque hectare conquis sur l'importation bousculait un ordre ancien. Puis vint la riposte. Les importateurs privés, déstabilisés, dénoncèrent un protectionnisme masqué. Bruxelles demanda des garanties de conformité. Les journaux européens évoquèrent des distorsions de marché. Le gouvernement répondit avec calme « Nous ne fermons pas les portes, nous ouvrons les nôtres ». Cette diplomatie posée, presque pastorale, contrastait avec l'énergie bouillonnante des coopératives. Pendant que les experts débattaient, les femmes continuaient d'arroser. En quelques mois, le modèle se diffusa au-delà des frontières. Le Mali lança un projet pilote de 400 hectares. Le Ghana et le Niger étudièrent les plans d'irrigation burkinabés. Les ingénieurs exportaient désormais du savoir plutôt que des matières premières. L'Afrique observait le Burkina Faso comme un miroir d'avenir. Un pays sans accès à la mer, mais relié à la souveraineté par ses racines. Le véritable tournant survint au milieu de 2025. Les statistiques d'importation révélèrent une baisse de 40% des achats de légumes européens. Ce choc symbolique dépassait les marchés. Il annonçait un basculement politique. L'autonomie cessait d'être un idéal, elle devenait une donnée. Dans la chaleur rougeoyante du Sahel, Ibrahim Traoré regardait la ceinture grandir comme une promesse tenue. Et pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique semblait ne plus quémander. Elle proposait. Le succès du programme d'Ibrahim Traoré se mesurait autant en chiffres qu'en attitude. En mars 2025, les données officielles indiquaient que la ceinture agricole fournissait 45% des besoins en légumes de Ouagadougou, contre à peine 8% un an plus tôt, un bond de 37 points en 12 mois. Derrière cette progression se cachait une transformation systémique. Production locale accrue, importation divisée par 2 et coût énergétique en recul de 18%. Chaque chiffre traduisait une victoire sur la dépendance. La structure économique du projet reposait sur 10 coopératives interconnectées, chacune équipée de capteurs solaires et de tableaux numériques renseignant les ventes en temps réel. La transparence était devenue le moteur du système. Chaque kilogramme vendu affichait la part reversée aux producteurs, celle destinée à l'entretien des pompes et celle alimentant le fonds communautaire. Ainsi, un modèle autrefois informel s'était mué en plateforme de données vivantes où les chiffres servaient autant à gouverner qu'à inspirer confiance.
Les résultats dépassaient l'attendu. Le chômage des jeunes dans la région de Ouagadougou avait chuté de 14%, tandis que l'inflation alimentaire atteignait son plus bas niveau depuis 10 ans. Les revenus agricoles moyens avaient augmenté d'un tiers et la production locale d'engrais organiques couvrait désormais la moitié des besoins. Le bouclier vert ne se contentait plus de nourrir, il structurait une économie circulaire. Ibrahim Traoré fit publier un rapport trimestriel sobrement intitulé « Indépendance en chiffres ». On y lisait la progression des surfaces irriguées, la réduction des importations et la réaffectation des devises économisées. Le document démontrait, point par point, que la souveraineté pouvait se comptabiliser. Un observateur européen nota « Chaque tonne cultivée localement, c'est une tonne d'influence reprise ». Dans les amphithéâtres africains, ces données devinrent un cas d'étude. Des universités au Ghana et au Sénégal intégrèrent le modèle burkinabé dans leur programme d'économie rurale. Les analystes y voyaient une nouvelle équation. Productivité x autonomie et stabilité. Mais la portée allait plus loin que les graphiques. La preuve par la tomate, un légume cultivé à moins de 10 km des marchés, était devenu un symbole d'équité commerciale. Les coopératives affichaient fièrement la distance moyenne entre champs et consommateurs, 8,4 km contre 1,800 km pour les produits importés. Ce delta simple résumait toute la philosophie du projet. Quand les institutions occidentales pointèrent le risque d'isolement économique, Ibrahim Traoré répliqua « Nous ne sommes pas isolés, nous sommes enracinés ». Et ces racines portaient déjà leurs fruits. Les hôpitaux rapportaient une amélioration de la nutrition infantile, les écoles servaient des repas complets, et la criminalité urbaine reculait de 11% dans les districts agricoles. À ce stade, il ne s'agissait plus d'un programme gouvernemental, mais d'un changement de paradigme mesurable. Les chiffres, une fois froids, battaient désormais au rythme d'un peuple. Et chaque pompe solaire, chaque kilogramme vendu, rappelait une vérité simple. Le Burkina Faso avait fait des données un langage de dignité. Dès que les premiers résultats furent connus, deux visions du futur du Burkina Faso s'affrontèrent. La première, soutenue par des économistes internationaux, affirmait qu'un pays enclavé ne pouvait prospérer sans rester intégré aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Selon eux, l'expérience d'Ibrahim Traoré était noble, mais condamnée à l'inefficience. Le protectionnisme agricole, disait-il, risquait d'isoler le Burkina, d'augmenter les coûts à long terme et de réduire sa compétitivité régionale. Aucun pays n'a gagné seul la bataille du marché, résumait un analyste européen. La seconde, défendue par des chercheurs africains et des acteurs de terrain, voyait dans la ceinture verte un précédent salutaire. Pour la première fois, un modèle africain reposait sur des ressources locales, sans dette extérieure ni contrat conditionnel. Il rappelait que l'autonomie alimentaire n'était pas une rupture, mais une réparation historique. Ses partisans insistaient sur le fait que la dépendance avait été plus coûteuse que l'indépendance ne le serait jamais. Entre les deux camps, Ibrahim Traoré adopta une posture pragmatique. Il écoutait les critiques, mais laissait parler la terre. Lors d'une conférence à Ouagadougou, il résuma son approche. « Nous ne rejetons pas le monde. Nous apprenons simplement à tenir debout. » Cette phrase, simple mais ferme, devint une ligne de fracture idéologique. Les sceptiques citèrent les risques de sécheresse, les partisans répondaient par les réservoirs solaires. Les premiers évoquaient le manque d'échelle, les seconds montraient les serres communautaires. Chaque argument rencontrait son contrepoint mesurable. Finalement, les chiffres tranchèrent. Baisse du chômage, stabilité des prix, hausse du revenu rural, tout plaidait pour une réussite empirique. Mais au-delà de la logique économique, c'est la logique morale qui dominait. Le pays semblait avoir trouvé un équilibre inédit entre autosuffisance et ouverture, entre prudence et audace. Et si cette expérience n'était pas un repli, mais une évolution. En opposant le doute à la dignité, Ibrahim Traoré avait transformé le débat sur le développement en question de choix civilisationnel. Nous ne combattons pas le monde. Cette phrase, prononcée calmement par Ibrahim Traoré lors d'une interview rare, marqua le point médian du récit. En 8 mots, il résumait le tournant. Le Burkina Faso n'opposait pas l'indépendance à la coopération, mais à la dépendance.
Autour de Ouagadougou, les champs formaient désormais un anneau si dense qu'on l'apercevait depuis les collines. Les pompes solaires tournaient du matin au crépuscule, rythmant le travail de milliers de familles. Pourtant, la plus grande mutation n'était pas visible. Ce qui changeait, c'était la psychologie d'un peuple. Les Burkinabés ne se définissaient plus comme bénéficiaires d'aide, mais comme partenaires d'un projet collectif. Cette conscience nouvelle se traduisait en gestes simples. Une mère qui transmet ses graines, un étudiant qui code un capteur, un ancien soldat qui surveille les canaux. Chacun participait à une équation de dignité. Et c'est là que la révélation s'imposa. La souveraineté ne s'impose pas par décret, elle s'ensemence dans les habitudes. Le pouvoir ne vient pas d'un traité, mais d'un sillon. À cet instant, le Burkina Faso n'était plus une expérience, il devenait un précédent. Les répercussions du bouclier vert se déployèrent dans quatre sphères majeures, nationales, économiques, sociales et géopolitiques. Sur le plan intérieur, il était clair que, au plan intérieur, le sentiment collectif de dignité devint palpable. Les districts agricoles affichaient leur rendement comme d'autres exhibant leurs trophées. L'indice de souveraineté locale, nouvel indicateur créé par le ministère du Commerce, montrait qu'en une année, 12 arrondissements avaient atteint plus de 70% d'autonomie vivrière. Ibrahim Traoré y voyait la preuve qu'un État pouvait se renforcer sans aides extérieures. Dans ses discours, il répétait que la liberté commence avec la main qui sème, liant chaque récolte à un acte civique. Sur le plan économique, on constatait que la transformation fut rapide. La réduction des importations allégea la facture commerciale de 42%, et les devises économisées furent redirigées vers des infrastructures locales, serres, écoles, centres de stockage. Le Burkina exportait désormais non pas des matières premières, mais des modèles, des plans d'irrigation, des unités solaires, des logiciels de traçabilité. Cette bascule fit de la ceinture non seulement un moteur agricole, mais un actif stratégique. Les économistes africains y voyaient une industrialisation du sol. Sur le plan social, les changements se faisaient sentir. Le changement toucha la vie quotidienne. Les hôpitaux observaient une amélioration mesurable de la nutrition, les écoles servaient des repas complets, et la criminalité reculait de 11% dans les zones agricoles. Les coopératives reversaient 10% de leurs bénéfices à des projets communautaires, forages, lampadaires solaires, fournitures scolaires. La solidarité devenait le ciment de la prospérité. Les sermons du vendredi et les messes dominicales répétaient la même maxime « Béni soit la main qui nourrit avant de demander ». Et sur la scène géopolitique, le pays inspirait de nouvelles dynamiques. Au-delà de ses frontières, le Burkina Faso inspira un corridor vert à travers le Sahel. Le Mali, le Niger et le Ghana lancèrent des répliques locales du modèle. Cette diffusion inquiéta les capitales européennes où l'on craignait une déconnexion contrôlée de l'Afrique de l'Ouest. À Bruxelles, les diplomates parlaient de désalignement agricole. À Bamako, on parlait plutôt de renaissance. Les think tanks occidentaux prévoyaient des frictions commerciales, mais sur le terrain, les agriculteurs burkinabés parlaient d'équilibre. La conséquence la plus inattendue fut symbolique. La fierté nationale remplaça la peur du manque. Pour la première fois, une génération grandissait sans connaître la dépendance. Et tandis que les marchés nocturnes s'animaient autour de légumes cultivés localement, une idée simple se propageait. La liberté se cultive comme une graine, à force de patience et de lumière. L'avenir du bouclier vert se dessinait selon 3 trajectoires que les analystes burkinabés appelaient respectivement base, optimiste et critique. Dans cette projection, le Burkina Faso maintiendrait son rythme actuel de croissance agricole. La production locale couvrirait environ 60% de la demande urbaine d'ici la mi-2026, tandis que les coopératives renforceraient leur coordination numérique. L'État continuerait d'investir dans les infrastructures d'irrigation et la formation technique. Ce scénario privilégiait la stabilité au détriment de l'expansion rapide, assurant un équilibre durable entre autosuffisance et commerce régional. Ibrahim Traoré misait sur cette voie. Le modèle burkinabé pourrait être répliqué dans 5 pays sahéliens, formant un corridor de souveraineté verte de plus de 10 000 hectares cumulés. Le pays deviendrait un centre de formation pour ingénieurs agricoles, exportant son savoir-faire plus que ses récoltes. Les flux commerciaux intra-africains s'intensifieraient
réduisant la dépendance vis-à-vis des importations européennes. Ce scénario présupposait une météo clémente et une cohésion politique régionale, mais promettait une autonomie sans précédent pour le Sahel. Le risque résidait dans la réaction de certains partenaires occidentaux. Des réglementations plus strictes sur les produits africains pourraient ralentir les exportations, tandis que la hausse des tarifs sur les machines importées pèserait sur la modernisation. Dans ce cas, le Burkina serait forcé de réorienter ses alliances économiques vers l'Asie et le continent africain lui-même. Mais même ce scénario, jugé négatif, ne ramenait pas le pays à la dépendance. Il renforçait au contraire sa capacité d'adaptation. En conclusion, la ligne directrice restait la même. Si la souveraineté a un prix, elle coûte moins cher que la soumission. Chaque issue dépendrait d'une variable unique, la discipline collective. Et Ibrahim Traoré, pragmatique, résumait l'enjeu. Si nous cultivons la constance comme nous cultivons la terre, alors le futur poussera. Le véritable impact du bouclier vert ne se lisait pas seulement dans les bilans économiques, mais dans le regard des Burkinabés sur eux-mêmes. Là où régnait autrefois une habitude de dépendance, s'installait désormais un sentiment de compétence. Les médias nationaux abandonnaient le ton fataliste pour raconter les réussites locales. Des coopératives autogérées, des familles nourries, des marchés remplis toute l'année. Dans les écoles, les enseignants utilisaient le projet d'Ibrahim Traoré pour illustrer la notion de souveraineté concrète. Les enfants apprenaient que la sécurité nationale pouvait pousser dans un champ et que le courage civique se mesurait à la sueur plutôt qu'à la rhétorique. Cette pédagogie du réel redonnait sens à l'idée d'avenir collectif. Sur les réseaux sociaux, la jeunesse burkinabé relayait les vidéos des récoltes comme des clips musicaux. Les hashtags « Notre peine », à ceinture verte et à Fiers de planteurs devinrent viraux. La souveraineté n'était plus une abstraction politique, mais une fierté populaire. Même les critiques modérés admettaient que le pays avait réussi quelque chose d'inédit. Transformer un plan agricole en mouvement culturel. Les chansons des marchés, les proverbes de rue, les sermons religieux répétaient la même morale. Celui qui nourrit sa famille tient tête au monde. Dans les quartiers périphériques, l'ambiance changeait. Les lumières restaient allumées plus tard, les rues plus sûres, les gens plus confiants. Une sérénité nouvelle, difficile à mesurer, mais visible à chaque coucher de soleil. Le Burkina Faso n'avait pas seulement changé son économie, il avait changé son imaginaire. Et c'est peut-être là le plus grand succès d'Ibrahim Traoré. Avoir rappelé à son peuple que l'indépendance la plus durable ne se décrète pas, elle se ressent. Pour Ibrahim Traoré, la révolution du sol n'était qu'un début. Derrière les récoltes, un plan méthodique se dessinait. Une feuille de route en 5 étapes, claire, mesurable et collective. Le gouvernement prévoyait d'adopter une charte nationale encadrant la gouvernance, la transparence et la redistribution des bénéfices. Chaque coopérative devait rendre des comptes trimestriels accessibles au public. Les ateliers d'engrais organiques et d'équipements solaires seraient regroupés en pôles régionaux afin de créer une chaîne d'approvisionnement indépendante. Les universités techniques formeraient 3000 nouveaux ingénieurs agricoles d'ici 2026, avec un accent sur la maintenance solaire et la gestion hydrologique. Un centre de supervision agricole interconnecté aux coopératives recueillerait les rendements et les flux financiers pour ajuster les politiques publiques en temps réel. Le Burkina Faso proposerait un partenariat multilatéral avec le Mali, le Niger et le Ghana afin d'unifier les normes de production et d'échange agricoles. Ces mesures s'inscrivaient dans une logique de durabilité, non d'isolement. Ibrahim Traoré insistait « Nous ne voulons pas être seuls, mais libres parmi nos pairs ». La feuille de route n'était donc pas un programme fermé, mais une promesse ouverte, transformer la souveraineté en culture de gestion. À chaque étape, le sol restait le centre du pouvoir. Au lever du jour, la lumière dorée se posait sur les 2000 hectares entourant Ouagadougou. Là, entre les rangs de laitues et les pompes solaires, Awa, la veuve du secteur 30, vérifiait les lignes d'irrigation avant que la chaleur ne monte. Elle souriait en silence, consciente que son travail nourrissait désormais des centaines de personnes. Cette femme, autrefois dépendante de l'aide, incarnait désormais l'esprit d'un pays. Ibrahim Traoré l'avait souvent cité. Ce rire, disait-il, vaut tous les discours. Et de fait, ce rire résonnait plus loin que les slogans
plus fort que les critiques. Il était devenu le symbole d'une renaissance tranquille, d'un peuple qui se redresse sans fracas. Quand les enfants d'Awa couraient entre les sillons, c'était tout le Burkina Faso qui courait vers l'avenir. La souveraineté n'était plus un mot d'État, mais une émotion partagée. Sous le même soleil, les mains burkinabées cultivaient non seulement des légumes, mais une dignité retrouvée. Et dans cette image simple, un champ, une mère, un président, résidait la vérité du siècle. La liberté ne s'impose pas, elle se sème. Quand le soleil descend derrière la ceinture verte, Ouagadougou s'illumine d'une clarté nouvelle. Chaque lampe solaire, chaque rangée de légumes, chaque sourire d'enfant rappelle que le pouvoir ne réside pas dans les palais, mais dans les champs. Ibrahim Traoré l'a résumé d'une phrase devenue maxime. Celui qui contrôle son pain contrôle son destin. Le Burkina Faso a montré qu'une nation peut se redresser sans attendre qu'on l'y autorise. Mais cette leçon dépasse ses frontières. Elle parle à chaque ville, chaque communauté, chaque citoyen qui croit encore que le travail partagé peut réparer le monde. Regardez ces terres. Elles n'ont pas été conquises. Elles ont été cultivées. Ce qu'on appelait autrefois un rêve africain est devenu une réalité mesurable, nourrie de patience et de foi. Alors, avant de partir, prenez un instant, écrivez le nom de votre ville ci-dessous et dites si, vous aussi, vous croyez que la souveraineté commence dans les mains qui s'aiment. Parce qu'en fin de compte, nourrir son peuple, c'est déjà gouverner. Et le Burkina Faso l'a prouvé, rang par rang, soleil après soleil.